On est au chapitre 4 qui parle du protocole IP. On a dit que ce protocole est disponible en deux versions, la version 4 et la version 6. Alors pour la version 4, on a quatre compartiments qui sont codés sur un octet chacun, ou 8 bits. On va avoir ça, c'est un premier compartiment, un deuxième, un troisième et un quatrième. Et chacun est codé sur 8 bits ou bien sûr 8 bits qui est égal à un octet. Alors, les nombres qui vont séparer peuvent varier de 0 jusqu'à 255 et cette adresse IP peut être considérée comme étant une adresse par rapport au réseau qui va nous donner énormément de réseaux de machines. C'est-à-dire chaque adresse réseau va nous engendrer énormément d'adresses des machines qui sont reliées à ce réseau. Alors ici, vous avez un exemple d'une adresse IP. Alors, tout ce qui est en rapport avec les catégories, c'est par rapport au premier compartiment qui est, qu'on va le voir par la suite, où le numéro du réseau, il est déterminé, ou la classe, elle est déterminée par rapport au premier compartiment. Mais sachez qu'il y a trois classes essentielles et il y a deux autres classes qui sont utilisées pour des classes particulières. Alors, la classe A, c'est une classe qui n'est plus attribuée à ce moment et elle est considérée comme étant la classe la plus élevée en matière d'attribution, parce qu'on a une partie réservée au réseau et une partie qui est réservée aux machines. C'est-à-dire que je vais avoir 8 bits qui sont réservés pour les réseaux et 24 bits qui sont réservés pour les machines. Alors, on est sur presque 16 millions de possibilités. Et là, si je parle numéro de réseau, c'est-à-dire que cette partie-là, ce compartiment-là va être stable, c'est-à-dire qu'il ne va pas changer. Et tous les autres vont changer par rapport aux combinaisons, c'est-à-dire que je vais varier ce compartiment avec celui-là et celui-là, je vais avoir énormément de possibilités et énormément de machines. À chaque fois que je vais rétrécir l'espace pour le numéro de réseau, je vais avoir beaucoup de machines qui vont avec. Chaque fois que je vais élargir l'espace réseau réservé à la partie réseau, c'est-à-dire la partie fixe, je vais descendre en matière d'adresse machine ou de nombre de machines qui sont sur le réseau. Alors, pour la classe B, on aura deux compartiments qui sont réservés pour le réseau et deux autres compartiments réservés pour les machines. Alors, la classe C, c'est trois compartiments qui sont fixes, qui sont sur le numéro de réseau, et un seul compartiment qui est le dernier, qui est réservé pour l'adresse machine. Alors, vous avez deux autres classes qui sont des adresses particulières, comme l'adresse de classe D, qui sont des adresses qu'on les appelle des multicast, ou des adresses de diffusion quand je vais envoyer un message à un ensemble d'utilisateurs avec le même contenu. Là, vous avez aussi l'adresse de classe E, et les adresses se sont réservées pour des usages futurs et ils ne sont pas aussi utilisés que ça. Alors, les trois classes utilisées, ce sont A, B et C. Alors, vous avez presque 16 millions pour la classe A, vous avez 65 535 machines pour la classe B, et vous avez presque 254 machines par réseau pour une classe de type C. Alors, vous avez ici un récapitulatif par rapport à la désignation des classes. Vous avez le minimum et le maximum, c'est-à-dire la classe A débute de 0 jusqu'à 126 par rapport au premier compartiment, bien sûr. La classe B, c'est entre 128 et 191. La classe C, c'est entre 192 et 223. La classe D débute de 224 jusqu'à 239. Et enfin, la classe E qui est entre 240 et 247.
On a quelques adresses qu'on les appelle les adresses particulières, comme par exemple l'adresse 0 partout, qui est une adresse utilisée par les machines pour connaître son adresse IP, notamment lorsque on est en phase d'un protocole qui s'appelle DSCP. C'est une recherche ou bien recherche d'adresse IP d'une façon dynamique ou un changement d'adresse IP d'une façon dynamique. On a aussi le 255 partout, c'est un message envoyé à toutes les machines du réseau, mais pas vers les autres réseaux. On l'appelle le broadcast limité, c'est-à-dire le partage limité. Alors, vous avez par exemple l'adresse réseau .255, c'est-à-dire la fin qui est 255. Je vais avoir un message qui sera envoyé à tous les machines du réseau, à tous les utilisateurs de ce réseau. Et c'est un broadcast qu'on appelle un broadcast dirigé. Vous avez ici un exemple. Vous avez l'adresse réseau 193.16.255.255 et là, je suis avec un partage dirigé qui est un broadcast dirigé. Alors, vous avez aussi l'adresse réseau .0 au dernier compartiment. C'est pour désigner l'adresse réseau. Je suis sur l'adresse réseau. Alors, vous avez aussi une autre adresse particulière qui est 0.l'adresse machine. Alors, vous êtes sur une adresse du poste machine sur le réseau. Vous avez ici un exemple, 001245. Et alors, je suis sur une adresse du poste 01245 sur ce réseau. Alors, on a aussi l'adresse 127XXX, c'est-à-dire que je peux mettre quoi que ce soit en matière de numéro ici. Et c'est une adresse appelée adresse de bouclage ou adresse de boucle, où on va avoir des données qui seront envoyées avec l'adresse et ils vont revenir à l'émetteur, c'est-à-dire ils vont faire le trajet vers le récepteur et refaire le boucle. Alors vous avez par exemple cette adresse qui est 127.0.0.0.1, pardon, 127.0.0.1. On est sur une adresse de bouclage qui va atteindre, qui va remettre le paquet vers l'utilisateur et revenir avec le même paquet vers l'émetteur. Ce sont des adresses où cette adresse, c'est juste des adresses de vérification beaucoup plus. Alors, vous avez aussi d'autres adresses particulières. Vous pouvez jeter un coup d'œil sur la définition de chacun. Alors, passons maintenant à la définition des notions de sous-réseau. Alors, on peut diviser un réseau en plusieurs sous-réseaux. Et bien sûr, en utilisant un équipement spécifique qui est le routeur. Et ces sous-réseaux sont souvent désignés par un réseau aussi qui aura des adresses IP. C'est-à-dire que je vais avoir des adresses IP par rapport à ces réseaux. Si je vais considérer tout ce réseau comme étant le grand réseau, alors les sous-réseaux ici sont le sous-réseau numéro 1 et le sous-réseau numéro 2 qui sont départagés par un routeur. Alors, pour le sous-réseau numéro 1, je vais avoir une adresse et aussi pour le sous-réseau numéro 2, je vais aussi avoir une autre adresse. Alors, comment on va définir ce sous-réseau? On va avoir à adopter une méthode bien spécifique pour définir ou pour construire ce qu'on appelle un masque de sous-réseau. C'est-à-dire le masque, c'est une adresse qui va nous diviser le réseau en deux parties ou bien en un ensemble de parties. Et là, le masque du sous-réseau, il va jouer ce rôle de division entre l'adresse IP qui est l'adresse IP de réseau et l'adresse d'itinéraire, c'est-à-dire l'adresse que je veux la mettre sous forme de ce réseau. Alors, on va avoir une méthode bien déterminée. Vous allez l'appliquer sur cette méthode dans le TD, bien sûr.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va positionner tous les bits à 0 avec le numéro du sous-réseau et positionner tous les bits à 0 lorsque je suis avec le numéro de la machine. Alors, vous avez ici un exemple. Si vous êtes sur une classe A, le masque de sous-réseau par défaut, c'est 255.0.0.0. Et là, on a appliqué cette règle qui va dire que je vais positionner toute la partie, toute cette partie à 1, c'est-à-dire que je suis à 1, 1, 1, ce qui correspond bien sûr à 255, et positionner tous les autres à 0. Alors 0, 0, 0, c'est la partie machine. La même chose ici avec la classe B, je vais avoir 255, 255, ça c'est la partie réseau, et ça c'est la partie machine. Alors, on va avoir la partie réseau qui est à 1 partout, et la partie machine qui va être à 0. Alors, le masque par défaut dans une adresse de classe B, c'est 255, 255, 0, 0. Et aussi, si je suis sur un masque de classe C, je vais avoir cette partie-là, qui est la partie réseau, en 1, c'est-à-dire 1 partout. Je vais avoir 255 partout et 0 à la fin pour les adresses machines. Alors, en règle générale, comment je vais calculer ce masque sur réseau? Je vais avoir l'adresse IP avec un et du masque et je vais me ressortir avec l'adresse réseau.0. C'est la façon de faire le calcul exact avec ces masques de sous-réseau et vous allez certainement appliquer sur ça dans l'été. Alors, vous avez ici des exemples. Je vous laisse les voir. Je vous laisse le soin de les consulter. Vous avez énormément d'exemples. Alors, ça, c'est la partie que vous allez faire. Toute cette partie, vous allez la faire en TD. Alors, passons maintenant à l'IPv6. On a déjà parlé de ça, mais c'est juste pour vous rappeler que l'IPv6 va venir pour remplacer l'IPv4 pour deux raisons essentielles. La première, c'est la saturation des probabilités attribuées pour l'adresse IP de version 4, c'est-à-dire on va consommer toutes les probabilités possibles en matière d'adressage. Et la deuxième, c'est que l'adressage IPv4, il est dévoilable, c'est-à-dire en matière de sécurité réseau, je vais avoir ces adresses qui peuvent être dévoilées par les pirates informatiques parce que on est sur une configuration qui est codée sur du décimal déjà, et en même temps, on aura 4 compartiments. Alors, c'est très facile avec un compteur de dévoiler cette adresse en faisant tourner un compteur. Et là, je peux dévoiler l'adresse IP de n'importe quel poste. Alors, la communauté réseau, elle est obligée de passer vers la version 6. Et avec cette version, on va avoir un adressage en 32 bits et qui va se révéler, et on va avoir un adressage en 128 bits parce que l'adressage en 32 bits va se révéler insuffisant par rapport au développement surtout du réseau Internet. Alors, on va avoir une adresse IP qui va être de la forme suivante. Vous allez avoir cette configuration. Alors là, vous êtes sur une configuration d'adresse IPv6. Alors, chaque compartiment ici sera codé sur 8 bits et on va voir 8 compartiments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, on va avoir 8 compartiments et le principe va faire un mélange entre le codage ici va être en hexadécimal,
D'ailleurs, je vais faire un mélange entre le décimal de 0 jusqu'à 9 et je vais ajouter les lettres de A jusqu'à F. Là, on va compliquer la tâche par rapport à celui qui veut pirater notre adresse. Et aussi, on va avoir énormément de possibilités par rapport euh, à l'adresse IP de la version 4. Et c'est pour cela que on va avoir cette adresse IP qui sera bientôt utilisée par rapport à la version 4. Alors, voici à quoi ressemble le protocole IP, c'est-à-dire comment je vais envoyer la trame ou bien la donnée. Vous avez énormément de compartiments ici et chaque compartiment, comme on a déjà évoqué par rapport à ce protocole, on va voir ce qu'on appelle le principe d'encapsulation des données. Parce que réellement, la donnée, elle est là. Je vais avoir la donnée qui est située ici et c'est la plus significative pour moi. Alors, tout ça, tous les autres sont, tous les options qui vont avec, ce sont des choses ou des entêtes qui ont été ajoutées afin de faciliter ou de faire la transmission réseau avec une efficacité. Et là, vous avez par exemple l'adresse IP de destination, l'adresse IP source, le protocole utilisé, la durée de vie, l'identification, par exemple le drapeau pour indiquer est-ce que les messages a été reçu ou pas. Par exemple, est-ce que la longueur totale du datagramme de la donnée, le type du service offert par la donnée, la longueur de l'entête, la version utilisée du protocole, et ainsi de suite. Tout ça, c'est pour faire la transmission, ou pour effectuer une transmission efficace. C'est-à-dire, tout ça, ce sont des additifs par rapport à la donnée. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est la donnée, non pas tout cela. Et ces protocoles ou ces entêtes ont été ajoutés pour un but bien précis, c'est faire la transmission d'une façon efficace. Alors, on aura un autre protocole concurrent par rapport au protocole IP, par rapport au protocole TCP, qui est le protocole SIMP. C'est Internet Control Message Protocol. C'est un générateur de messages de contrôle ou d'erreur. Alors, avec SIMP, on rapporte les messages d'erreur à l'émetteur initial. Alors, ce protocole, il est de type à avoir énormément de compartiments pour faire la vérification des informations. Vous avez ici un type 8 bits, par exemple, pour le type des messages, 8 bits pour le codage, 16 bits pour le checksum ou le champ de contrôle. Bref, avec ce protocole, on va ajouter énormément d'entêtes de contrôle par rapport au protocole TCP et le protocole. Vous avez ici les types de messages utilisés par ce protocole. Alors, passons maintenant à une comparaison entre les protocoles de transport. Vous avez deux protocoles de transport réseau. On a le protocole TCP et le protocole UDP. Et on est sur la couche de transport. Alors, la différence entre ces deux protocoles, c'est que l'un, il est fiable et l'autre, il n'est pas fiable. L'un, il est rapide et l'autre, il est très lent. Alors, si je parle d'ICP, c'est un protocole qui est un protocole très fiable, c'est-à-dire que je vais avoir un protocole avec énormément de signification et d'entête, c'est-à-dire je vais savoir est-ce que la donnée que j'ai envoyée a été reçue par leur secteur ou pas. Et pour cela, j'ai besoin d'énormément d'entêtes. Alors, TCP, c'est un protocole connecté avec aucun message qui ne sera perdu et aucun message qui ne sera abîmé. Mais en même temps, il est un protocole lent. On va avoir un protocole très lent parce que
il nécessite d'avoir 4 étapes de connexion. Comme on a vu au cours, la première, c'est demande de connexion. La deuxième, c'est confirmation du serveur. La troisième, c'est le client va exprimer le besoin. Et la quatrième, c'est le serveur qui va répondre à ce besoin. Là, je suis sur un protocole fiable. Il est très fiable parce que je vais connaître la donnée, est-ce qu'elle a été interceptée ou pas par l'utilisateur. Mais en même temps, je suis sur un protocole très lent. Et ce protocole, il est lent parce qu'il présente énormément de données en matière d'entête. Alors, si je vais comparer avec UDP, qui est un protocole non connecté, il est rapide, mais en même temps, je ne vais pas avoir de garantie en matière de message. Est-ce que le message sera perdu ou abîmé? Je ne vais pas savoir. Alors, UDP, il est utilisé, il est très rapide. On est sur un protocole rapide, mais en même temps, un protocole non fiable. Il n'est pas fiable du tout parce que j'ai pas la garantie que le message sera intercepté par l'utilisateur ou pas. Alors, chacun de ces deux protocoles de transport est utilisé pour une application bien précise. Alors, si je suis sur Internet, je suis en train de consulter des pages web, je vais utiliser ce protocole qui est le protocole TCP. Mais si je suis en train de faire le streaming vidéo, par exemple, je suis en train de regarder un live ou d'effectuer un live sur Internet, alors j'ai besoin d'un protocole très rapide et en l'occurrence, je vais utiliser le protocole IDP pour recevoir des informations de façon très rapide et regarder mon live ou établir mon live d'une façon à la faire presque en temps réel. Alors ça, c'est des explications par rapport à UDP. Alors vous avez ici des exemples. Lorsque on va utiliser UDP ou TCP sur le protocole, par exemple l'HTTP, on est sur la demande de ce qu'on appelle des ports. On va utiliser ce qu'on appelle des ports, les ports de destination et les ports le port de l'émetteur et le port du récepteur. Et là, vous avez des significations en matière de port en utilisant le protocole UDP et en utilisant le protocole TCP. Alors, la trame avec UDP, elle est une trame très simplifiée, c'est-à-dire je ne vais pas avoir énormément de données à transmettre. J'ai uniquement le port de source, le port de destination, la longueur totale du message, des entêtes qui ne vont pas dépasser les 8 octets et la donnée que je vais transporter. Mais par rapport au protocole TCP, je vais avoir énormément de données et énormément de choses à transmettre, mais en même temps, je vais avoir une arrivée du message qui sera garantie parce que je vais avoir la certitude que mon message a été intercepté par l'utilisateur que je vais lui envoyer le message. Alors voici une illustration. Comment on va voir la certitude que le protocole TCP a reçu le message, c'est-à-dire je vais avoir ce qu'on appelle le feedback depuis le serveur. Le serveur va me donner le feedback en disant j'ai bien reçu ton message ou ton message a été bien reçu et on va avoir un feedback, c'est-à-dire un paquet qui sera envoyé à l'émetteur pour dire que l'utilisateur où le message a été bel et bien intercepté. Alors, on arrive à terme de ce chapitre. On a beaucoup plus focalisé sur le protocole TCP/IP. On a dit que c'est un protocole client-serveur. On va utiliser deux protocoles associatifs qui sont le TCP et le IP. On s'est focalisé aussi sur les classes d'adressage avec le protocole IP. Euh, chaque poste sur le réseau aura une adresse IP qui peut être de la version 4 ou la version 6.
Mais en même temps, je vais avoir une classe bien précise qui sera divisée soit en classe réseau, en partie réseau et en partie machine. Alors, le chapitre suivant sera le dernier chapitre et qui va parler des réseaux sans fil, notamment la technologie Wi-Fi.